Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission francophone et française de Radio Bandera Nera, écoutable également, mais ça vous le savez maintenant, sur Europa Radio. Wiesdorf à la barre, accompagné de l'ami Jean-Louis Remégas et de l'incontournable Lord Sergueï, maître de la technique. Ce soir, nous avons l'immense plaisir et honneur d'accueillir dans nos studios Monsieur Marc Laudeloup. Monsieur Laudeloup, bonsoir. Bonsoir. Dans le cadre de notre thématique « Un homme, un destin », consacré ce soir à l'immense écrivain et pamphlétaire Louis-Ferdinand Destouches, plus connu sous le nom de Céline, dont vous êtes depuis plus de 30 ans un spécialiste incontournable. Mais je laisse le soin à mon camarade Jean-Louis de vous présenter afin que nos auditeurs puissent mieux vous situer dans la galaxie célinienne. Alors, en fait, vous êtes incontournable tout simplement parce que ça fait donc en effet plusieurs décennies que vous travaillez sur Céline et que ça se traduit par un travail éditorial important. Alors, vous avez d'abord animé une revue qui s'appelait la Revue Célinienne de 1979 à 81 où apparemment il y a eu 3 numéros, si je ne me trompe. C'est bien ça. Et qui ensuite s'est transformé en bulletin célinien mensuel qui ne traite que de Céline et qui donc tous les mois donne l'actualité sur cet auteur sans qu'il y ait eu un mois a priori de trou ou de battement. Exact. Tous les mois vous arrivez donc à animer votre bulletin. Oui, je dis d'ailleurs souvent que le seul titre de gloire du bulletin célinien, c'est d'être l'unique publication mensuelle au monde consacrée à un écrivain. Oui, et un seul. Vous êtes également éditeur, puisque vous avez quand même soit vous êtes intéressé ou vous avez pu participer à des travaux sur éventuellement d'autres auteurs ou en relation avec Céline. Donc en particulier, vous avez édité un livre de Pierre-Antoine Cousteau, donc en ce temps-là, avec une préface de Lucien Rebattet, un livre de Pierre Lenné sur Céline, chez Pardès, en 2005, également un ouvrage d'Alain de Benoît sur Céline et l'Allemagne, 1933-1945. Donc publié par le Bulletin Célinien en 1996. Et par ailleurs, vous êtes également intéressé à Rivarol, avec un ouvrage donc, sur Rivarol, en tant qu'hebdomadaire, évidemment, de l'opposition nationale, pas le personnage historique lui-même. Donc paru en 2003. Vous continuez également à publier des choses, ou à participer, puisque l'actualité récente, c'est une participation à un ouvrage sous la direction de David Alliot, qui est un autre spécialiste de Céline, donc qui s'appelle D'un Céline l'autre, qui est en fait un ensemble de témoignages donc, et d'analyses parus chez Lafon. Voilà. Donc une vie bien remplie et consacrée donc à un auteur, ce qui évidemment vous donne toute la légitimité pour venir derrière ces micros traiter de Céline et puis évidemment répondre à nos questions. Voilà, écoute, merci Jean-Louis. Avant de rentrer plus avant dans le vif du sujet célinien, Monsieur Laudeloup, est-ce que vous pourriez nous présenter le bulletin célinien et son actualité ? Alors, donc effectivement, avant le bulletin célinien, parce qu'il y a un lien entre les deux, il y avait la revue célinienne, donc qui a été créée en 1979. Il y a eu 3 numéros en tout et pour tout, donc, dont un numéro double en 1981 pour le 20e anniversaire de la mort de Céline. Et après, la revue célinienne s'est transformée en maison d'édition. Donc nous avons édité sous l'égide de la revue, notamment des livres de mon compatriote Paul Vendôme. Et après, beaucoup de lecteurs m'ont dit regretter de ne plus être au courant de l'actualité célinienne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est né le bulletin célinien. Donc le numéro 0 est paru en 1981. Il y a eu tout d'abord le bulletin a été trimestriel en 82 et dès l'année suivante jusqu'à aujourd'hui, le bulletin est devenu mensuel. Alors la vocation du bulletin au départ, c'est de rendre compte de toute l'actualité célinienne, c'est-à-dire les publications bien entendu, mais aussi les colloques, les conférences, les adaptations théâtrales, les échos de presse, etc., etc. Comment est-ce que vous arrivez à récupérer, entre guillemets, toute cette actualité Bon, je suppose qu'évidemment, vous êtes connu de par la longévité du bulletin, donc vous devez recevoir énormément de choses, mais par ailleurs, comment est-ce que vous faites pour récupérer toute la matière ? Disons que maintenant, il y a un réseau célinien qui existe, et je suis très vite informé de tout ce qui a trait à Céline, et puis il y a aussi la magie d'Internet.
Internet, parce que maintenant, avec Internet, on est au courant très, très vite de ce qui a trait à Céline, que ce soit une adaptation théâtrale, une conférence, télé, une émission télé, et puis, bon, l'actualité sur Céline est tellement dense que la matière est très riche et évidemment il y a de quoi rendre compte chaque mois, tellement l'actualité est importante. Alors, ça veut dire un travail de veille important quand même. Ah oui, je suis attentif, je suis à l'écoute de tout ce qui a trait à Céline et j'y suis d'autant plus qu'à la fin de cette année va paraître une bibliographie, donc on va éditer une bibliographie sur Céline, non pas de Céline mais sur Céline, où on recense non seulement tous les livres qui ont paru sur lui et les travaux universitaires, mais aussi les émissions radiophoniques et télévisées. Et donc ça m'oblige, parce qu'on va clôturer cette bibliographie au 30 juin de cette année. Et donc actuellement, vous avez sans doute entendu qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les médias sur Céline, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et donc je suis aux aguets, si je puis dire, pour recenser tout ce qui a trait à Céline, pour évidemment faire figurer ces références dans la bibliographie qui est en cours. Donc j'imagine un très très gros travail de fond sur ce qui s'est fait sur Céline depuis de nombreuses années. Voilà, alors là, ça c'est l'objet de la bibliographie. Donc le co-auteur sera notamment Alain de Benoît, qui est un grand bibliographe, comme vous le savez. Et donc c'est une bibliographie qui est en chantier d'ailleurs depuis au moins 10 ans. Nous recensons effectivement tout ce qui s'est écrit, non seulement en langue française, mais dans toutes les langues du monde, sur Céline. Donc les livres, mais ça peut aussi être des plaquettes ou des hors-séries. Comme vous savez que cette année-ci, il y a 3 hors-séries qui sont parus sur Céline. Et aussi les travaux universitaires. Donc ça a été beaucoup plus difficile de recenser tous les travaux universitaires soutenus sur... je parle évidemment des travaux universitaires aussi non publiés. Donc vous incluez également tout ce qui est de l'ordre de l'audio et du visuel ? Alors exactement. Parce que je crois qu'au niveau de votre rôle d'éditeur, vous avez aussi œuvré en ce sens, en éditant, je crois, des disques, je ne sais pas, ou des CD audio, notamment avec Arletty, Michel Simon. Oui, alors on a édité aussi un disque sur Robert Le Vigan qui lit des lettres de Céline. Là, c'est un travail qu'on a fait nous-mêmes, mais ce que nous faisons dans la bibliographie, c'est de recenser alors évidemment, ça risque de ne pas être exhaustif parce qu'on ne peut pas être au courant de tout ce qui se fait dans le monde sur Céline, mais on recense toutes les émissions radiophoniques et télévisées sur Céline. Donc ça a constitué il y a eu un travail de recherche assez important dans les archives radiophoniques et télévisées des différents médias pour savoir ce qu'ils ont fait sur Céline. Et effectivement, il y a eu quand même... En autant d'années, vous imaginez qu'il y a eu quand même pas mal d'émissions, même si Céline a été réprouvée et ostracisée pendant une période de sa vie, y compris même après sa mort surtout, il y a quand même eu pas mal d'émissions qui lui ont été consacrées. Alors, on l'a bien compris, tout ce travail de fond pour répertorier tout ce qui touche à l'œuvre de Céline, mais la spécificité du bulletin célinien. Alors, donc au départ, la vocation du bulletin, c'est de rendre compte de l'actualité célinienne. Mais au fur et à mesure, ce que nous avons fait aussi, c'est publier des lettres inédites de Céline, parce que la partie inédite de son œuvre, c'est tout l'aspect épistolaire. Donc les lettres, on a publié aussi beaucoup de témoignages, car quand nous avons commencé le bulletin célinien en 1981, il y avait encore beaucoup de témoins vivants. Donc nous avons recueilli des témoignages, nous avons aussi publié des enquêtes, des articles de fond. La matière est vaste à la fois sur le plan biographique, mais aussi sur le plan thématique. Donc, au départ, effectivement, rendre compte de l'actualité célinienne, mais entre-temps, le bulletin a augmenté son nombre de pages. Nous en sommes maintenant à 24 pages mensuelles, et donc, nous avons été amenés à dépasser le côté purement informatif pour publier aussi des témoignages, des articles, et aussi, ça c'est aussi un aspect de notre travail, exhumer des articles parus
il y a parfois très longtemps, y compris à l'époque de Voyage au bout de la nuit, des articles sur Céline, mais qui n'avaient pas été réédités depuis. Donc un vrai travail d'analyse et de recherche, en fait. Un travail d'analyse, de recherche, de commentaires, parce qu'on commente aussi les publications, parce que, évidemment, dans le cas de Céline étant aussi, il y a aussi un intérêt commercial, il ne faut pas s'en cacher à publier des livres sur Céline, et vous avez un peu le pire et le meilleur. Par exemple, cette année, puisque nous sommes en 2011, l'année du cinquantenaire de la mort de Céline, vous avez 3 grands livres qui sont parus, la biographie d'Henri Godard, le recueil de témoignages auquel vous faisiez allusion au début de l'émission, donc d'un Céline, l'autre de David Alliot, et alors une autre bibliographie qui recense les articles parus sur Céline de son vivant. Donc ça, ce sont 3 grands livres qui ont paru cette année, mais à côté de ça, vous avez des livres qui n'ont pas un grand intérêt et qui sont même parfois truffés d'erreurs. Bon, alors là, le bulletin joue un rôle un peu critique, rectificatif, parce que le lecteur, il y a dans le lectorat, vous avez à la fois des spécialistes, des gens très à la connaissance très pointue sur Céline, mais vous avez aussi des néophytes. Alors il s'agit pour le bulletin de signaler ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas, de distinguer le grain de livret, si vous voulez. D'accord. Notamment, chers auditeurs, Monsieur Laudeloup se propose, si vous le souhaitez, de vous expédier donc un exemplaire du bulletin célinien afin de mieux connaître et de découvrir la revue. Oui. Donc vous pourrez trouver les coordonnées si vous souhaitez recevoir un exemplaire, sur le blog de l'émission. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, notamment en ce qui concerne un petit peu le personnage. Moi, je vous propose 2 axes un petit peu pour travailler. Afin de présenter Céline, quelques rappels biographiques qui sont quand même essentiels, puisqu'on va vite se rendre compte que toute l'œuvre de Céline est basée sur sa vie, sa biographie. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous nous attacherons de manière un petit peu plus pratique et un petit peu plus juste à l'œuvre et à l'engagement, à la pensée de Céline. Voilà, donc juste pour rappeler un petit peu, Céline est née en 1894. C'est ça, Courbevoie, oui. Voilà. Donc, la fin donc, du 19e siècle, ses parents, donc il habite sur Paris, c'est un Parisien. Mm-hmm. Il passera la plus grande partie de sa jeunesse sur Paris. Exact. Voilà, notamment Passage Choiseul, important. Passage Choiseul, pour la petite histoire d'ailleurs, qui est le seul endroit où on trouve une plaque commémorative, c'est ça ? C'est exact. Du passage de Céline. Donc il s'arrête au niveau du brevet, c'est ça, au niveau de ses études. Il obtient son certificat d'études. Voilà, certificat d'études. Ensuite, une vie un petit peu, je ne vais pas dire d'errance, mais il va de petits boulots, notamment, et puis aussi un voyage en Angleterre qui va être important, puisqu'on retrouvera aussi dans ses ouvrages ce passage en Angleterre. Oui, ses parents voulaient pour lui une éducation, somme toute très moderne pour l'époque, c'est-à-dire au lieu de suivre une scolarité normale, lui faire apprendre les langues, d'où l'intérêt de séjourner dans des collèges en Allemagne, puis en Angleterre, afin d'apprendre la langue, parce qu'il voulait faire de lui ce qu'on appellerait aujourd'hui un commercial. Hein. Je crois d'ailleurs que ce sera une grande fierté pour Céline, justement, de revendiquer cette maîtrise de l'anglais, justement, jusqu'à la fin de sa vie. Oui, il parlait couramment l'anglais, en faisant évidemment quelques erreurs, mais pour l'époque, les Français qui maîtrisaient l'anglais n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, évidemment. Oui. Et c'est clair. Même aujourd'hui, oui. Et ses parents avaient vraiment l'ambition oui, finalement, c'était une éducation assez moderne pour l'époque. Mais du coup, il n'a pas eu une scolarité classique. Donc, suite à ces petits boulots, suite un petit peu à toute cette période-là, 1912, engagement dans l'armée. Mmh. Donc, après, entre-temps, il fait effectivement toute une série d'apprentissages. Chez des joailliers, enfin il y a différents petits métiers. Hein. Lui-même il disait qu'il avait une vie quand même assez difficile, parce que être apprenti à cette époque c'était quand même assez éprouvant. Mais en même temps, ça lui a fait connaître la vie réelle. Hein. Dans Bagatelle, il soulignera le fait qu'il n'a pas été au lycée, justement, et qu'il a connu la vraie vie. Et après, il s'engage effectivement à l'armée pour devancer en quelque sorte ses obligations militaires.
Et évidemment, ça va aboutir à la guerre. Il va connaître la guerre en 1914. Donc la guerre de 1914, que l'on retrouve mise en exergue dans Voyage. Oui, tout comme on retrouve, alors là, dans Mort à crédit, toute sa jeunesse, toute son enfance, notamment située au passage Choiseul. Il va d'abord raconter, dans Voyage au bout de la nuit, en fait, il raconte sa vie d'engagé, de militaire, et puis tout ce qui a suivi, y compris sa vie de médecin dans la banlieue parisienne. Et dans Mort à crédit, il revient sur son enfance, son adolescence, au début du siècle. Alors, 1914, la Grande Guerre. Céline part au front avec son régiment. Il est très vite blessé. Sa guerre, pour lui, va durer en gros 1 mois. Oui, alors il est volontaire pour une mission très dangereuse et évidemment, il est grièvement blessé. Décoré. Cité à l'ordre de l'armée. Il reçoit la médaille militaire. Enfin, on le souligne notamment parce qu'on reprochera beaucoup à Céline une certaine forme de lâcheté, alors que là, en l'occurrence, on peut parler de bravoure et de courage. Oui. Là, en l'occurrence, il a été très courageux. Sur le plan physique aussi, parce que dans la citation que l'armée fait à ce moment-là, on mentionne le fait qu'il s'est porté volontaire pour une mission dangereuse que les autres hésitaient à accomplir. Hein. Donc il a vraiment été au devant du danger à ce moment-là. Et il sera toujours très fier de sa médaille militaire. Hein. Ça sera pour lui quelque chose de marquant. Donc c'est cette période de la guerre très rapide, puisque 1914, au bout d'1 mois blessé, réformé en 1915. Est-ce qu'on peut dire que Louis-Ferdinand Destouches devient Céline après cette expérience de la guerre? Est-ce que cette vision du monde, cette vision de l'horreur de ce qu'a été cette guerre, elle va le marquer à jamais, comme d'autres d'ailleurs, mais ça se ressent vraiment beaucoup dans son approche, dans son pessimisme, dans cette vision, dans des citations que l'on peut faire, quand il dit « on est plus de l'horreur comme on l'est de la volupté », ou quand il dit « ce monde n'est qu'une immense entreprise à se foutre du monde ». Enfin, je veux dire, c'est typique de ce qu'il a... C'est un événement fondateur, hein, la guerre qu'il a vécue dans sa chair, c'est vraiment quelque chose de très important pour lui, et ça aura même un lien avec ses écrits de combat ultérieurement. Parce que, à la différence de beaucoup d'anciens combattants qui voueront une haine très forte envers les Allemands, lui, il arrivera à surmonter cela en souhaitant, à la fin des années 30, une alliance continentale, donc une alliance avec l'Allemagne, car pour lui, une guerre franco-allemande est une guerre fratricide. Et donc, il veut absolument éviter ça. C'est quoi, c'est une prise de conscience civilisationnelle, culturelle, je dirais une perspective européenne, on a la même culture, on partage les mêmes choses, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Il y a plusieurs éléments qui jouent, il y a d'abord et avant tout le côté pacifiste, il ne veut absolument, il sait ce qu'est la guerre, il l'a vécu, et il veut absolument éviter ça, surtout qu'il trouve que ni l'Allemagne ni la France vont y gagner, et qu'au contraire, ça sera une guerre qui sera faite au profit d'autres clans que ceux dont il souhaite la victoire, d'une part. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas s'en cacher. Là, on fait un bond, évidemment, parce que nous passons de 1914 aux années 30. Il est, à un certain moment, assez proche du national-socialisme allemand, puisqu'il se dit clairement raciste. Alors, ça peut paraître aujourd'hui un peu saugrenu, mais surtout en cette période où le métissage est prôné comme une valeur en soi. Mais lui, en tant que médecin, il dira d'ailleurs souvent que c'est une vision médicale, il veut absolument préserver la race. C'était une notion qui était très répandue à l'époque et qui peut paraître tout à fait incompréhensible aujourd'hui, mais il y a chez lui une volonté quasi hygiénique, hein, parce qu'à un moment, il a été aussi hygiéniste à la Société des Nations. Il y a une vision vraiment claire et très affirmée de vouloir préserver la race.
et non seulement la race, mais aussi la culture, la civilisation. Et voilà, donc tout ça forme un tout, et on voit que dans ces écrits de combat, il y a pas seulement le côté pacifiste, il y a aussi d'autres notions qui jouent, y compris une défense de la civilisation, au sens très, très large du mot. D'autant qu'il ne faut pas oublier que dans Bagatelle pour un massacre, vous avez aussi tout un côté manifeste esthétique. Hein. Il y a Bagatelle pour un massacre, c'est un livre très riche du point de vue de la pensée de Céline, parce que vous avez à la fois un manifeste esthétique, mais vous avez aussi un combat, y compris contre le communisme, parce que et une vraie revendication politique au travers de Bagatelle. Oui, d'autant que Céline, là aussi évidemment ça peut faire sourciller beaucoup de gens aujourd'hui. Céline n'est absolument pas démocrate. Hein. Ça c'est une chose qui est claire pour lui. Il a eu une phrase assez définitive sur la question en disant c'est normal que les cons gagnent puisque la majorité ce sont les cons. Et donc il y a chez lui une condamnation absolue de la démocratie parlementaire telle qu'il pouvait la connaître dans les années 30, c'est-à-dire la Troisième République. Et donc, si vous voulez, je ne dirais pas cette fascination, mais quand même ce regard plutôt positif qu'il porte à la fin des années 30 sur le national-socialisme peut s'expliquer assez facilement vu tout ce que pense Céline à cette époque. Donc à l'issue de cette blessure de sa convalescence, Céline repart donc il part en Afrique. Mm-hmm. Donc là c'est pareil, une expérience qu'on retrouve dans Voyage, une expérience. Je me permets de vous couper. Il y a d'abord Londres. Hein, il y a Londres, tout à fait, qui est très important aussi pour lui. Il est affecté au consulat à Londres et l'Afrique vient après. Et donc, ce sont aussi des expériences déterminantes parce que, par exemple, on a souvent parlé des tropismes céliniens. Céline, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est attiré par le Nord et l'Afrique, d'ailleurs, il en reviendra avec des problèmes de paludisme, des problèmes de santé. Pour le coup, tout à l'heure, vous parliez de l'hygiénisme. Voilà, les descriptions de l'Afrique, en effet, c'est un état de dilution épouvantable. Et un rejet complet du colonialisme. En plus. Mais ça, c'est quelque chose que quelqu'un comme Philippe Almeras a bien mis en valeur. Ce sont ces fameux tropismes céliniens. Il a été un des premiers à avoir publié une étude sur le sujet où il montre très bien l'attrait de Céline pour le Nord et le rejet de Céline du Sud, de la chaleur, de tout ce qui attire en général les gens, mais qui, chez Céline, est effectivement souvent synonyme de décomposition, Il a cette fameuse phrase où il dit le froid au moins ça conserve les viandes. Il y a plein d'allusions comme ça dans son œuvre et on voit très bien cet attrait pour le Nord. Le paradoxe évidemment c'est qu'il finira qui connaîtra l'exil au Danemark où il n'a pas connu les jours les plus heureux de son existence. Tout à fait. Donc cette période africaine, retour en Europe, la mission Rockefeller. Mm-hmm. Une certaine approche d'une certaine, comment dirais-je, administration qui va lui faire voir un petit peu les travers de toutes ces missions qu'on peut rencontrer, de ces super-États. Je ne sais pas comment on peut définir ça. Mais la Société des Nations, c'est un peu ce qu'est devenu aujourd'hui une usine à gaz, en fait. L'ONU ou des organisations internationales comme celle-là. Il voit à ce moment-là certains clans à l'œuvre, enfin ce qu'il estime tel, et il écrit une pièce qui s'appelle l'Église. L'Église désigne à ce moment-là justement la Société des Nations où il travaille, et il y a une critique assez virulente de ces milieux, notamment il y a un acte 3 qui est nettement antisémite, et je vous rappelle que cette pièce a été publiée après Voyage au bout de la nuit, mais elle est écrite en 1926. Donc on voit déjà, ça préfigure en quelque sorte ce qu'il écrira plus tard, à supposer que cet acte 3, qui est nettement antisémite, faisait bien partie de la version initiale de l'Église, puisqu'encore une fois, c'est une pièce qui ne sera publiée par Robert de Noël qu'après le succès de Voyage au bout de la nuit. D'accord. Les études de médecine à l'issue, donc là se forge le personnage tel qu'on va le connaître après du médecin.
Oui, alors la médecine, évidemment, c'est très important pour Déjà, Céline. il passe son bac, puisqu'il n'a pas le bac, il passe son bac. Les études de médecine, il bénéficie d'un statut particulier pour les anciens combattants. Exactement, il fait des études très accélérées parce que les anciens combattants bénéficiaient effectivement à ce moment-là de mesures leur permettant de faire ces études en un temps record, si on peut dire. Et là, ça correspond vraiment à sa vocation de médecin. Je dirais même plus avant, sa vocation de soignant. Céline s'est toujours considérée... parce que souvent, on a reproché à Céline de manquer de compassion. C'est vrai qu'il a pu manquer de compassion à certaines périodes de sa vie, mais en tant que médecin, on voit qu'il a toujours eu vraiment un désir de soigner, d'apaiser les souffrances des autres. Et on le voit notamment avec son choix de la médecine en dispensaire, parce que Céline n'a pour ainsi dire jamais eu de clientèle privée. En tout cas, quand il y a eu des velléités d'en avoir une, ça s'est soldé par un échec. Et donc, il a toujours eu plutôt le souci de travailler en dispensaire. C'est quoi? C'est une prise de conscience sociale? Oui, c'est la volonté de se mettre à disposition au Voilà, service. il le dit d'ailleurs à un de ses amis. Il y a un témoignage qui est assez éloquent en la matière. C'est Marcel Brochard, qui est un ami qu'il avait connu à Rennes lorsqu'il faisait ses études de médecine. Et il dit à ce moment-là qu'il a la volonté de travailler en dispensaire, de faire une médecine sociale. Et effectivement, il travaillera d'abord à Clichy, puis dans d'autres endroits, ça se terminera à Beson pendant la période de l'occupation. Et à chaque fois, ça sera une médecine de dispensaire où il côtoie évidemment la misère, et les conditions de travail aussi les plus éprouvantes. Ce qui fait qu'il sera toujours à l'écoute de tout ce côté souffrant de l'humanité. Hein. Ça, c'est très, très. On s'en rend compte dans Voyage au bout de la nuit, lorsqu'on lit notamment toute la partie qui concerne le médecin Céline en banlieue parisienne, mais on voit ça partout dans son œuvre et bien sûr dans sa correspondance. D'ailleurs, cette préoccupation sociale, il y aura une vraie volonté de récupération politique par les milieux de gauche à l'issue de Voyage pour justement récupérer Céline comme étant un écrivain, un des leurs. Oui, alors là, il y a une méprise. Lorsque paraît Voyage au bout de la nuit, beaucoup considèrent que Voyage au bout de la nuit est un roman engagé nettement à gauche. Car on ne peut pas concevoir à l'époque que critiquer le colonialisme, le machinisme ou la guerre peuvent être des valeurs de droite. Et donc, effectivement, des gens comme Aragon lui feront des appels du pied pour qu'il s'engage plus avant et qu'il rejoigne la grande famille communiste et donc stalinienne, pour le coup. Mais Céline s'y est toujours refusé, et il s'y refuse d'autant plus que il va faire un voyage en URSS pour y dépenser ses droits d'auteur, parce qu'à l'époque, les écrivains devaient dépenser leurs droits d'auteur sur place. Là, il découvre ce qu'est l'Union soviétique, et il en revient évidemment franchement dégoûté, et il écrit ce libelle qui s'appelle Mea culpa, qui est en fait son premier pamphlet, où il critique à la fois le communisme, mais surtout le matérialisme. C'est une critique qui va bien au-delà de ce qu'a pu écrire un Gide, par exemple. C'est vraiment une critique très en profondeur de la nature humaine. Et bon, c'est un livre évidemment qui va couper, qui va faire en sorte que les ponts seront coupés avec tous ceux qui avaient des velléités de l'annexer en quelque sorte. Et pourtant, on retrouve, c'est vrai que on retrouve quand même un lien avec cette tentative de récupération, peut-être dans le fait qu'une bonne partie de la critique célinienne vient quand même plutôt de gens de gauche, classés à gauche. De manière générale. Oui, alors ça c'est le cas aujourd'hui. Il est vrai que la plupart des Céliniens, en tout cas ceux qui travaillent sur Céline, sont des gens de gauche, mais à l'époque, n'oubliez pas que un Léon Daudet, par exemple, dans l'Action française, ou un Bernanos, ou d'autres grandes figures comme celle-là, saluent Voyage au bout de la nuit. Au départ, il a une critique unanime
à la fois à droite et à gauche, enfin une certaine droite et une certaine gauche reconnaissent quand même la grande nouveauté, le grand talent littéraire de Céline. Alors les choses vont changer. Il est évident qu'à partir du moment où il publie Mea culpa, les choses sont claires. Hein. Il y a plus d'ambiguïté. Il y a plus d'ambiguïté. Il est manifestement anticommuniste et anticommuniste radical. Et juste en perspective par rapport à cette dimension sociale du médecin Céline, il y a une étape qui me semble aussi importante, c'est cette visite aux États-Unis, et notamment la visite des usines Ford et de la découverte du taylorisme, enfin de la société industrielle américaine. Cette prise de conscience de l'individu écrasé par la machine, qui est déterminante aussi et qui va de pair, je crois, justement, avec cette dimension sociale qu'il n'aura de cesse d'entretenir et de revendiquer en tant que médecin. Oui, alors là, c'est lors de voyages, parce que lorsqu'il travaille à la Société des Nations, il fait beaucoup de voyages où il est à la tête de missions qui découvrent différents pays, c'est-à-dire notamment les politiques sanitaires dans différents pays, et il visite notamment les États-Unis, pas pendant un temps très long, mais suffisamment décisif que pour se rendre compte des conditions sociales. Et Céline il sera toujours à l'écoute. C'est tout le côté paradoxal de Céline, qui est souvent classé comme un homme de droite, mais en réalité, mais alors une droite populaire, une droite sociale, parce que lui-même d'ailleurs il se dit communiste. Hein, c'est ça le paradoxe. Il se dit communiste. D'un château à l'autre, par exemple, il dit je suis communiste 1000 pour 1000, mais il faut voir évidemment de quel communisme il s'agit. Hein. Il ne s'agit pas du tout C'est un communisme sans idéal, en fait. Non, je ne dirais pas ça. Il y a, par exemple, si vous voyez dans les beaux draps, quand il vient avec des mesures, quand il parle de son fameux communisme Labiche, c'est un communisme qui est adapté à la mentalité française, mais il se veut pragmatique. Et surtout, il veut couper l'herbe sous le pied des communistes, des staliniens. Hein. Mais Céline, on voit bien qu'il a à ce moment-là des idées qu'il considère salvatrices, justement, pour régénérer le pays qui vient justement de subir une défaite. Hein. À la limite, ça s'apparenterait presque à un solidarisme tel qu'il a... Je ne sais pas si c'est un courant politique que vous connaissez un petit peu, un courant politique français. Un solidarisme des années 70. Oui, il y a même un Célinien qui a trouvé un rapprochement avec l'hébertisme. Il trouve que l'écrivain de combat qu'est Céline est à rapprocher de Hébert, hein, le fameux révolutionnaire. Et c'est vrai que... Mais alors là, il fait aussi allusion au style, à sa façon d'invectiver. Oui, parce que c'est cette manière, au moment de la Révolution nationale, par exemple, on en reparlera plus tard par rapport à la période de la collaboration, de revendiquer les 37 heures et de... Voilà, il est quand même en avance sur son temps, au sens où il provoque, il avance, il ne se contente pas des choses, il y a une perspective de Céline. Alors là, encore une fois, Céline n'est pas un écrivain qui vit dans une tour d'ivoire, il est médecin dans un dispensaire, et donc il est attentif aux conditions de vie des gens, et effectivement, alors ça, c'est quelque chose qu'on a redécouvert il y a quelques années, enfin quand je dis on, c'est pas les Céliniens évidemment qui étaient au parfum, mais d'autres ont découvert que dans les beaux draps, il préconise effectivement les 37 heures, mais ça, il les préconise parce qu'il voit les conditions de travail, notamment des ouvriers, qui sont très très éprouvantes à cette époque-là. Et voilà. Donc, mais c'est la même chose sous l'occupation, lorsqu'il se bat pour que les gens soient alimentés de manière décente, etc. Il y a vraiment chez lui un côté altruiste. Qu'on a souvent négligé, mais lorsqu'on lit ses lettres, notamment sous l'occupation, on voit qu'il y a une volonté de réduire la souffrance des gens sous l'occupation, alors qu'ils souffrent évidemment des pénuries. Sous l'occupation, par exemple, dans une ville comme Paris, les gens étaient sous-alimentés. Il faut bien faire la différence entre les gens qui vivaient à la campagne et les gens qui vivaient dans les villes. Évidemment, ils n'étaient pas logés à la même enseigne. Donc 1932, voyage au bout de la vie. On revient en arrière dans notre progression biographique. Donc 1932, c'est l'œuvre de Céline, enfin son premier vrai... c'est le pavé dans la mare. C'est le pavé dans la mare, voilà. Donc on a déjà en substance le style de ce qui va se bonifier par la suite, de ce qui va devenir véritablement le style de Céline. C'est le style célinien en gestation, mais Voyage au bout de la nuit a ceci de particulier, c'est que c'est à la fois un style qui utilise les ressources de l'argot, du langage populaire, et en même temps il y a beaucoup de préciosité dans Voyage au bout de la nuit. C'est un style assez baroque finalement, mais effectivement qui est assez éloigné de ce que Céline fera par la suite. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on imagine aujourd'hui
lui, il n'a pas eu le Goncourt, mais il a eu le Renaudot, il a failli avoir le Goncourt. Il en a souffert. Ah oui, il était ulcéré, parce que on lui avait promis le Goncourt. Et le Goncourt, ça l'intéressait pas tellement, c'est pas le côté honorifique qui l'intéressait, mais c'est les ventes qui pouvaient. Ça veut dire qu'à l'époque, il fait partie d'une certaine intelligentsia intellectuelle parisienne ou pas? Non, c'est-à-dire que le Goncourt, où vous trouvez là-dedans des gens quand même qui sont très attentifs à la nouveauté littéraire, comme Lucien Descaves, comme Léon Daudet, Jean Ajalbert et d'autres, qui ont d'ailleurs été ses supporters au moment de l'attribution du Goncourt. Beaucoup de lettrés, notamment des gens qui sont issus du courant naturaliste. C'est le cas de Lucien Descaves. Voit la nouveauté chez Céline et trouve tout à fait légitime que c'est lui qui ait le prix Goncourt. Alors pour des raisons sordides de diffusion, parce que De Noël n'était pas diffusé par Hachette, tandis que les ouvrages de Gallimard étaient diffusés par Hachette. Enfin, il y a tout un arrière-plan bassement commercial. Toujours est-il que le Goncourt qui lui était promis, finalement, suite à la défection de certains jurés, lui passe sous le nez. Et Céline sera ulcérée, évidemment, parce que c'était quelque chose qui lui était promis. Donc le Renaudot en prix de consolation. Le Renaudot en prix de consolation. Et effectivement, il a droit à ce moment-là à une chose qui est quand même assez... Enfin, qui n'est peut-être pas rare, mais enfin, qui est assez intéressante à souligner, c'est qu'il a à la fois le succès public et le succès critique. Il est reconnu par ses pairs, je parlais de Bernanos notamment, et en même temps, il y a un succès public immédiat. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que normalement, quelqu'un qui a le Goncourt, l'année d'après, ou le Renaudot, un grand prix littéraire de fin d'année comme celui-là, un an après, il publie un roman dans la lignée du précédent. Or, Céline, il fait tout à fait différemment. Il veut renouveler entièrement sa manière, et il mettra 4 ans pour publier son deuxième roman, qui est Mort à crédit, que je considère comme son chef-d'œuvre. C'est pas le seul chef-d'œuvre de Céline, mais c'est vraiment le grand livre de Céline. Et là, c'est l'échec. Et là, c'est l'échec, surtout l'échec critique, car le livre est très mal accueilli. Il faut dire aussi que dans le style, on passe une étape par rapport à Voyage, où Céline devient un peu plus le Céline tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, c'est un style, je dirais, un peu désarticulé. C'est déjà l'apparition de la phrase célinienne avec les 3 points, etc. Et surtout, le schéma narratif de Mort à crédit n'est plus du tout celui de Voyage au bout de la nuit. Dans Voyage au bout de la nuit, vous avez un début, une fin, vous avez quelque chose d'assez classique. Dans Mort à crédit, c'est beaucoup plus... comment dirais-je, beaucoup plus radical dans la nouveauté, à la fois dans la trame narrative, mais évidemment aussi dans l'écriture. Et en plus de ça, il y a tout un aspect langagier qui est très dru, avec des expressions très crues, et beaucoup plus encore que dans Voyage au bout de la nuit, parce que Voyage au bout de la nuit avait choqué pour cela, enfin en tout cas certains lecteurs, mais dans Mort à crédit, c'en est au point que son éditeur le censure. C'est-à-dire il y a des passages qui sont carrément censurés. Céline laisse en blanc les passages censurés par son éditeur. Donc c'est un livre qui n'est pas vraiment en phase à ce moment-là. Si vous voulez, il est trop neuf pour l'époque. Il est clair que Céline, à ce moment-là, devance son lectorat, et malgré que le livre ait du succès, évidemment, il a même plus de succès que les romans que Céline publiera après la guerre, mais ce n'est tout de même pas le succès critique de Voyage au bout de la nuit, et en tout cas... Le succès critique n'est pas au rendez-vous. Le dossier de presse, quand on le lit aujourd'hui, c'est à pleurer. C'est affligeant de voir à quel point les critiques n'ont pas compris, n'ont pas vu tout le lyrisme extraordinaire qu'il y a dans un livre comme Mort à crédit. À commencer par Robert Brasillac, qui est à ce moment-là le grand critique, malgré qu'il soit tout jeune, mais il est critique donc à l'Action française, et il publie un article quand même très réservé sur Mort à crédit. Et il n'est pas le seul. Donc là il y a une fracture quand même dans la réception pour Céline de cet ouvrage. Ouais. On passe après dans quelque chose d'un petit peu différent. Il le vit très très mal. Il le vit très mal, et on peut même considérer que si Mort à crédit avait... Enfin, ça c'est une hypothèse que je fais, mais si Mort à crédit avait eu un grand succès critique, il n'est pas impossible que Céline n'ait pas abandonné le roman.
Parce que je vous signale quand même qu'après Mort à crédit, il abandonne le roman pour le pamphlet, et il ne reviendra à l'écriture romanesque en 1944. Donc ça fait des années où il délaisse complètement le roman. Et il se lance dans ce qu'on peut appeler l'écriture de combat, dont Bagatelle pour un massacre en 37, fin 37. Donc on a dans l'écriture, juste après, donc on passe dans la dimension des pamphlets, Céline le pamphlétaire, Mea culpa tout d'abord. Alors, Mea culpa, donc ça c'est le pamphlet qu'il publie en 1936. Est-ce qu'à juste titre on peut mettre, parce que on retient pour les pamphlets les 3 ouvrages que sont Bagatelle, L'école des cadavres et Les beaux draps, est-ce que Mea culpa, à juste titre, peut faire partie? Puisque Mea culpa, c'est un petit livre, je crois, il y a 27 pages. Voilà. On peut appeler ça un libelle. C'est vraiment... Quoique le terme pamphlet est impropre en réalité pour qualifier Bagatelle pour un massacre, parce que le pamphlet désigne en principe un écrit court. Or, Bagatelle pour un massacre est tout sauf un livre court, puisqu'il fait plus de 300 pages. Mais Mea culpa est son premier pamphlet, pour reprendre cette expression commune. Mais on peut même dire que dans les romans ultérieurs, par exemple, parce que vous comprenez, cette distinction entre pamphlet et roman me paraît toujours un peu aléatoire, même si c'est vrai qu'il désigne comme roman certains livres et pas d'autres. Mais par exemple, si vous prenez un livre comme Ferry pour une autre fois, qu'il publie après la guerre, mais il y a un côté, il y a aussi le pamphlétaire se trouve aussi dans ce livre-là. Il y a une critique de l'après-guerre, de l'épuration, de beaucoup de choses qu'on trouve aussi dans les romans. C'est pour ça que cette distinction entre ce qui serait le bon Céline, le Céline des romans, et le mauvais Céline des pamphlets, à mon sens, ne tient pas la route. D'accord. D'ailleurs, vous avez des propos éminemment incorrects d'un château à l'autre, dans Nord. L'œuvre de Céline forme un tout. Et, comme je l'ai souvent dit, les choses seraient beaucoup plus simples si Bagatelle pour un massacre était un livre médiocre sur le plan littéraire. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Céline ne perd pas son talent lorsqu'il devient pamphlétaire, loin s'en faut. Bagatelle pour un massacre est malgré tout un grand livre sur le plan littéraire. Céline, il y a tout le génie comique de Céline qui s'y exprime, tout son lyrisme aussi. Et en plus de tout cela, il y a dans Bagatelle pour un massacre un manifeste esthétique qui préfigure en quelque sorte les entretiens avec le professeur Y, où il défendra son esthétique. Donc tout ça pour dire qu'avec Céline, les choses sont beaucoup plus complexes. Et tout serait évidemment beaucoup plus simple si Bagatelle pour un massacre était à Céline ce que Le Péril juif est à Marcel Jouandeau. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'École des cadavres, là, je reconnais que ce n'est pas un grand livre. C'est un écrit vraiment de circonstances, fait très vite. La valeur littéraire passe vraiment au second plan. Quoique, j'avais connu un linguiste américain qui disait que l'École des cadavres était très riche pour ce qui concerne les néologismes céliniens. Donc, vous voyez que c'est pas aussi simple que cela. Mais dans Bagatelle et dans Les Beaux Draps, vous trouvez des pages vraiment magnifiques, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher par ailleurs. Alors, qu'est-ce qui justifie justement la genèse de ces pamphlets, au sens où comment passe-t-on du Céline romancier, du Céline tel qu'on le connaît dans Mort à crédit et dans Voyage, au Céline des pamphlets? Une dimension politique, une dimension revendicative. Il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées à ce moment-là, mais je vous rappelle que dans la pièce L'Église, il y a un acte 3 qui est nettement antisémite, et L'Église a été écrite dans les années 20. Mais je crois qu'effectivement, beaucoup de choses se sont cristallisées. Il y a des choses personnelles, évidemment, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse aussi. Il y a des éléments qui interviennent, mais il y a aussi le fait qu'il considère que, lui, personnellement, il considère que le clan belliciste est fomenté et agité par les Juifs, et donc il a une vision, si vous voulez, assez manichéenne. Il veut éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une guerre fratricide, et comme il n'est pas démocrate, peu lui chaud de faire une alliance avec l'Allemagne nationale-socialiste, d'autant qu'il y a une communauté de vues entre le racisme de Céline et le racisme allemand. Il le dit d'ailleurs lui-même. Dans la biographie d'Henri Godard
qui vient de paraître maintenant, il y a une lettre inédite de Céline à Brasillac où il dit clairement, il dit ça en 1939, je suis raciste et hitlérien. Donc les choses sont claires. Hein. Là, il ne faut pas tourner autour du pot. Céline se dit raciste. Je crois d'ailleurs d'une certaine manière qu'on peut dire que l'antisémitisme est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est beaucoup plus important chez Céline, c'est le racisme. Aujourd'hui, évidemment, ça paraît tout à fait incompréhensible, puisque le racisme est condamnable en tout et pour tout. Les valeurs qui sont prônées aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt le métissage généralisé. Mais pour Céline, qui est un homme du 19e siècle, hein, c'est un homme aussi qui vit avec les idées de son temps. Et il y a beaucoup de choses, évidemment, qui ne sont pas compréhensibles si on ne les replace pas dans leur contexte historique. Mais Céline a souvent dit d'ailleurs qu'il parlait du racisme en tant que médecin. Il y a une volonté, effectivement. Une dimension hygiéniste. Il y a une dimension hygiéniste, il y a une volonté de préserver la race. Et à cela, évidemment, s'ajoute aussi une volonté de défendre ce qu'il appellera l'âme celte. Il y a tout un côté mystique dans le racisme de Céline lui-même. Hein. Ce sont des choses, évidemment, qui sont très difficiles à comprendre aujourd'hui, d'autant que vous savez, c'est la fameuse phrase de Bernanos qui disait que Hitler avait déshonoré l'antisémitisme. C'est une phrase qu'on lui a beaucoup reprochée. Mais de la même manière, on ne peut plus lire aujourd'hui les pamphlets de Céline. Bagatelle, c'est paru en 1937 et L'école des cadavres en 1938. On ne peut plus les lire aujourd'hui sans avoir en perspective l'interprétation qu'on fait aujourd'hui de l'antisémitisme par rapport à l'époque. Et les horreurs qui se sont passées pendant la guerre. Et là, il faut mettre les choses au point. Ne serait-ce que sur le terme de race, hein, qui avant-guerre est utilisé de façon extrêmement courante pour désigner... Et positive. Alors qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'on a juste le droit de prononcer. La Troisième République, c'est l'exemple qu'on cite souvent, c'est le fameux timbre. Ça se passe sous le gouvernement Blum, où il y a un timbre qui est diffusé à ce moment-là, où l'intitulé, c'est pour préserver la race. Donc, ces notions de race, aujourd'hui, évidemment, sont tout à fait incomprises aujourd'hui, parce que ce n'est plus du tout en phase avec l'époque. Voilà, je crois qu'il est temps de faire notre première pause. Jean-Louis ? Oui, alors on va passer un morceau qui, pour le coup, n'est pas sur l'orientation de Céline. C'est un morceau des Joyaux de la Princesse, qui est donc une marche, en fait, la marche des Croix de Sang. Donc les Joyaux de la Princesse, pour ceux qui connaissent, est un groupe qui a beaucoup fait dans la reprise, en fait, de documents sonores des années 30. Des années 30 et 40, de documents sonores français. Et donc là, en l'occurrence, c'est une chanson composée autour du thème des Croix de Sang. Croix de Sang, Croix de Feu.
l'acte le plus généreux et le plus méritoire qu'un homme puisse accomplir ici-bas. Et ceux qui, en temps de paix ou de guerre, ont fait preuve de cette générosité suprême, ont droit au respect de leurs compatriotes et à une place d'honneur dans la nation. Or, vous le savez, nul n'est assez riche ni assez puissant pour faire partie de notre ordre qui n'a tout d'abord versé son sang pour la patrie, la science ou l'humanité. Étrangers aux querelles politiques, laissant à chacun le droit de militer dans le parti de son choix, nous avons chez nous l'exclusive préoccupation d'honorer les sauveteurs, les donneurs de sang, les héros du devoir civil et militaire. Modestement et sans trêve, nos hospitaliers et nos infirmières recherchent toutes les occasions de porter secours à ceux qui souffrent, à l'enfance malheureuse et à tous nos frères en péril. Et cela sans jamais demander aux personnes secourues si elles sont de droite ou de gauche, pitoyables expressions d'un reste de barbarie. Pareil aux chevaliers, aux hospitaliers d'autrefois, nous sommes les conciliateurs modernes, nous voulons unir, secourir et sauver. Partout où règne la souffrance, droit de sang, contre chaque jour davantage, de l'amour, préférablement à la haine, de servir la cause de tous les hommes, partout où règne la souffrance, droit de sang, contre chaque jour davantage, le prestige de notre France éternelle. Partout où règne la souffrance, les croix de sang montrent chaque jour davantage le prestige de notre France éternelle. Partout où règne la souffrance, les croix de sang montrent chaque jour davantage le prestige de notre France éternelle. Notre France éternelle. Nous voilà de retour après notre première pause, donc avec notre invité Marc Laudeloup pour notre thème sur Céline. Nous en étions au pamphlet et nous avions insisté sur le côté prophétique de Céline dans ses pamphlets par rapport à ce qui allait arriver, la mise en garde de la guerre à venir, son pacifisme qui est aussi une prise de conscience à l'époque d'une volonté telle qu'il la perçoit, telle qu'il la transmet, subversive d'un certain nombre de personnes, de vouloir amener la France et l'Allemagne à rentrer en guerre, chose contre laquelle il se bat, d'où découlent les pamphlets. Il y a d'autres vues prophétiques dans les pamphlets, parce qu'on parle souvent, c'est vrai qu'il annonce la guerre, bagatelle pour un massacre. Le massacre en question, pour lui, c'est le massacre qui va avoir lieu, le massacre notamment des Français. Le massacre à venir. Le massacre à venir, et l'histoire ne va pas le démentir, puisqu'il faut quand même rappeler que, c'est une chose qu'on oublie d'ailleurs, mais que 120 000 Français sont morts en 1940, Absolument. Sur le champ de bataille. Donc, Céline voit très bien ça arriver, il dénonce ça, même chose dans l'école des cadavres, et les cadavres, évidemment, c'est la même chose, c'est les cadavres français, enfin, pas que français, mais notamment français, et dans Bagatelle pour un massacre, vous avez aussi des vues prophétiques sur la pollution. C'est assez amusant si on relit ça aujourd'hui. Il y a des critiques assez acerbes contre la pollution. Il dénonce aussi le culte de la vedette, l'abêtissement des masses, la critique du matérialisme. Et en plus, évidemment, de tout le combat esthétique qui figure dans Bagatelle. Donc, dans Bagatelle, c'est un livre très riche et prophétique, mais pas seulement concernant la guerre à venir, concernant aussi des choses que nous connaissons aujourd'hui. Il
Il parle par exemple de la standardisation du livre, enfin des tas de choses que nous connaissons aujourd'hui et que lui voit très bien en germe à ce moment-là. Et en ce sens-là, effectivement, c'est un livre assez étonnant. Est-ce qu'il y a des différences perceptibles outre l'aspect, outre la qualité littéraire de votre point de vue, entre les trois, entre ce qui constitue les trois pamphlets? Mais oui, juste que globalement c'est une redite sous une forme peut-être moins... Alors sur le plan littéraire c'est très différent. Le grand livre c'est Bagatelle pour un massacre, qui est un livre on peut très bien concevoir, il révulse aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est la fameuse formule de Charles Plisnier, qui est un écrivain chrétien et trotskiste à la fois, et qui disait à propos de Bagatelle, c'est un livre malfaisant et génial. Il avait, à mon sens, assez bien résumé les choses. Mais sur le plan littéraire, si Bagatelle est un grand livre, c'est nettement moins le cas de l'École des cadavres, qui est un livre écrit dans l'urgence, il paraît donc fin 38, et donc la qualité est moindre. Mais l'École des cadavres, là, on se rapproche vraiment du conflit. Et lui, à ce moment-là, ce qu'il préconise de manière très nette dans ce livre, c'est l'alliance franco-allemande. Il veut absolument éviter une guerre fratricide et il considère que le seul moyen de l'éviter, c'est de faire une alliance avec Hitler. Et c'est un livre qui, à ce moment-là, est très mal accueilli, y compris par des gens, par exemple, on parlait de Brasillac tout à l'heure, parce que la droite française, à ce moment-là, est très nationaliste, très, très anti-allemande, et c'est un livre qui tombe, si on veut, au plus mauvais moment. Plus tard, Brasillac reconnaîtra qu'il s'était trompé, que c'est Céline qui avait raison, etc. Mais dans l'École des cadavres, c'est essentiellement ça. C'est prôner une alliance franco-allemande avec l'Allemagne nationale-socialiste. Et dans Les Beaux Draps, c'est un peu... l'enfonce le clou, en quelque sorte. Vous voyez, nous sommes dans de Beaux Draps, je vous l'avais bien dit. En gros, c'est ça. Il y a aussi une reconnaissance dans Les Beaux Draps de l'alliance nécessaire avec l'Allemagne et enfin, je veux dire, il y a un plaidoyer pour l'Allemagne nazie. Alors oui, enfin c'est plus nuancé que ça. Disons qu'il y a deux choses. Il y a le côté, je vous l'avais bien dit, mais il y a aussi surtout un programme. C'est-à-dire que le Céline le plus positif, c'est finalement celui des Beaux Draps, parce qu'il vient avec des mesures qu'il considère comme salvatrices. Il vient avec un programme en quelque sorte. Il propose des mesures concernant l'éducation, concernant le salariat, enfin concernant des tas de choses. Il vient vraiment avec des mesures économiques, sociales, etc. Et c'est vrai, là, il faut pas s'en cacher, il a choisi son camp. Il souhaite, donc c'est un livre qu'il écrit en 40 et qui est publié au début de l'année 41. Il est clair qu'il souhaite la victoire des forces de l'Axe. Après, évidemment, il verra que les choses tournent, parce que, comme je dis souvent, 40 n'est pas 41, 41 n'est pas 42, etc., etc. Bon. Lui-même, Céline dira après la guerre qu'après la chute de Stalingrad, il y a eu des retournements byzantins, c'est son expression. Et ça lui permet aussi, excusez-moi, d'affirmer aussi une certaine authenticité, notamment par rapport à la Révolution nationale. Je crois qu'il ne portait pas spécialement dans son cœur le maréchal Pétain. La Révolution nationale, pour lui, c'est une farce. Et puis, alors aussi ce côté, d'ailleurs, dès l'ouverture des Beaux Draps, il critique le côté moralisateur. Vieille France, entre guillemets. Vieille France, c'est-à-dire le côté... bonne manière. Alors, comme Céline est un écrivain qui a recours à l'argot et qui a un langage assez dru, il est clair que ce que préconise la Révolution nationale, y compris d'ailleurs sur le plan littéraire, enfin sur le plan des mœurs à tout point de vue, ne peut pas convenir à Céline. Et surtout, il considère que la révolution que Vichy propose, c'est de la blague. Il ne veut absolument pas entendre parler de révolution nationale. Et lui, à ce moment-là, il est clair, parce que je crois que c'est Henri Amouroux qui avait fait la distinction entre les collaborateurs et les collaborationnistes. Et lui, il est à Paris, évidemment, au moment de l'occupation, et il est clair qu'il est plus proche des collaborationnistes que des collaborateurs. Donc il est plus proche de ceux qui eux-mêmes se sentent plus proches des Allemands que des Vichysois, dont certains prônent une collaboration, mais c'est une collaboration quand même qui n'est pas sans arrière-pensée. Collaborationniste, par contre, sans s'engager.
Jamais. Alors, c'est un électron libre. Céline, il y a toujours eu chez lui un refus de s'engager dans un parti, dans quoi que ce soit. Il voit ça de l'extérieur. Et c'est assez amusant d'ailleurs de voir la correspondance sous l'occupation. C'est des lettres qu'il écrit à des journalistes, à des rédacteurs en chef, où finalement il admoneste les uns et les autres. C'est quoi? C'est une solution de facilité pour lui de décerner les bons et les mauvais points, ou véritablement il y a cette revendication de liberté qui... Bon, je sais qu'il y a eu quelques contacts avec Doriot pour le PPF à un moment, oui. Mais bon, je crois que de toute façon, l'engagement partisan, c'était pas son truc, clairement. Non. Il a une vision assez critique. Les choses ne vont jamais dans le bon sens selon lui. Il est toujours hyper critique, y compris à propos de son propre camp. Il est clair qu'il n'est jamais vraiment en phase, ni avec les uns, ni avec les autres. Alors même s'il est vrai qu'il a pu avoir à un certain moment quelques sympathies pour Doriot et le PPF, on verra qu'il ne ménage pas des critiques non plus à l'égard de ces militants-là. Donc il y a chez Céline une volonté farouche de demeurer libre, individualiste. Il est très jaloux de sa liberté de penser et il mettra toujours comme point d'honneur à ne pas justement à être salarié. Vous comprenez, lorsque Sartre, après la guerre, lui a reproché d'être payé par les nazis, pour lui, c'est l'offense suprême, parce qu'il est toujours demeuré libre. Le seul argent qu'il ait touché... Surtout de la part de Sartre. Oui, c'est l'argent qu'il gagnait en tant que médecin sous l'occupation. Il est médecin-chef du dispensaire de Besançon, et l'argent qui provenait de ses droits d'auteur. Mais il refusait même, il aurait pu, lorsqu'il envoyait des lettres qui en fait étaient des articles, en quelque sorte c'était des articles pour la presse, il a toujours refusé d'être payé pour le moins, alors qu'il était assez âpre au gain, parce qu'avec ses éditeurs, il entendait être payé à sa juste valeur, mais pour ce qui est des articles dans la presse, enfin ces lettres qui étaient des articles, il a toujours refusé d'être payé. Il y a ce côté gratuit chez Céline qui est très important. C'est marrant parce que cette accusation en fait d'être un agent stipendié de l'Allemagne qui toucherait donc des fonds sonnants et trébuchants en fait existait déjà avant-guerre, puisqu'il y a un petit livre qui s'appelle Céline en chemise brune, qui avait été publié par un militant communiste anti-nazi allemand, réfugié en France, où il accusait, en gros, il disait, il faut pas chercher très loin pour trouver l'origine des pamphlets, c'est juste que M. Céline avait besoin d'argent. Non, alors on peut reprocher beaucoup de choses à Céline, à juste titre, mais il n'a jamais été payé pour... il n'y a certainement pas par une puissance étrangère. Ça, c'est impensable dans le cas de Céline, qui a toujours eu cette volonté de demeurer libre. Et s'il voulait être bien payé par ses éditeurs, c'était pour lui aussi le garant de sa liberté. Pour lui, il n'était pas obsédé par l'argent en tant que tel, mais il était obsédé par l'argent pour demeurer libre d'écrire ce qu'il voulait, quand il le voulait. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve durant toute sa vie. Même dans ses romans d'après-guerre, ce n'est quand même pas édulcoré. Il le dit d'une autre façon, il le dit de manière plus déguisée, mais si vous lisez attentivement Ferry ou la trilogie allemande, vous voyez bien à certains moments ce que Céline pense de la décolonisation, de la perte de l'Algérie, justement du métissage. Il y a des tas de choses où il dit clairement sa pensée, mais sous une forme plus allusive, où justement c'est pas dans un pamphlet. Alors là, pour le coup. D'accord. Donc on le voit pendant cette période de collaboration, enfin la période de l'occupation pour Céline, en fait, c'est essentiellement son travail de médecin, le dispensaire de Besançon. Oui. Quels étaient ses rapports avec l'intelligentsia, intellectuelle, les écrivains de l'époque que sont Drieux, Brasillac et ainsi de suite? Alors, tout de même une précision, sous l'occupation, il est médecin-chef au dispensaire de Besançon, mais il écrit aussi... Notamment les articles au pilori. Non, surtout. C'est pas des articles, c'est des lettres. Il en écrit quelques-unes. Enfin, il écrit à Je suis partout. Il écrit à différents organes de la presse collaborationniste. Mais surtout, il écrit son troisième roman, Guignolsband, qui paraîtra en 1944. Donc avant qu'il quitte la France. Donc il y a tout un travail de romancier à ce moment-là, sous l'occupation. À ce moment-là, il
il retrouve la fiction. Hein, Mais je parlais plus exactement, dans le procès Céline, en fait, on se rendra compte que par rapport à cette période de l'occupation, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent et pas grand-chose à lui reprocher. Exactement. Donc, bien sûr qu'il a fréquenté des Allemands, il a eu des contacts avec des Allemands, il a eu des contacts avec des gens de la collaboration, ça n'est pas douteux, mais il n'a jamais été engagé. La meilleure façon de caractériser Céline durant cette époque, c'est de dire que c'était un électron libre. Hein. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui voit les choses un peu de l'extérieur, tout en souhaitant, bien sûr qu'il souhaite la victoire des forces de l'Axe, ça ne me paraît pas douteux, mais il a un regard toujours très critique vis-à-vis de la politique telle qu'elle se fait à Vichy, puisque c'est Vichy à ce moment-là qui est le gouvernement de la France. Pour autant, cette fréquentation de ces milieux lui est pas spécifique, puisque les carnets de guerre de Ratzinger en particulier montrent en gros une vie un peu mondaine, on va dire artistico-mondaine, assez intense quand même. Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote assez amusante. Vous savez qu'il y a eu lieu à Paris, il y a eu une exposition sur l'occupation, les archives littéraires de l'occupation à l'Hôtel de Ville de Paris. Et alors, il y a une pièce qui curieusement est manquante, c'est le livre d'or de l'Institut allemand. Parce que lorsque Karl Epting, qui dirigeait l'Institut allemand, recevait des gens lors de mondanité, y compris de grands écrivains de l'époque, eh bien, ces gens étaient invités à écrire un mot dans ce fameux livre d'or. Or, ce livre d'or, apparemment, a disparu. Et alors que on le trouvait à l'ambassade de Pologne. Parce que je rappelle que l'Institut allemand s'était installé dans les locaux de l'ambassade de Pologne à Paris. Et ça serait intéressant de voir justement qui fréquentait les officiels allemands. En gros, on le sait maintenant. Il y avait Giraudoux, il y avait des tas de gens très respectables. Et Céline n'était assurément pas le seul à fréquenter les Allemands. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il était très engagé. C'est toujours un spectateur qu'il assiste. Il assiste à un meeting de Doriot, il assiste à l'ouverture de l'Institut des questions juives, mais il n'est jamais évidemment au premier plan. Il est là en tant que spectateur. Il vit à Paris entre 40 et 44. Enfin, voilà, donc il vit l'actualité du moment et sans s'engager plus que ça. Il suit l'actualité, il écrit aux journaux, il rencontre évidemment des gens de la collaboration, y compris des Allemands évidemment. Mais encore une fois, on ne peut pas dire qu'il est militant dans quelque parti que ce soit. Ça, c'est... Alors, pour revenir à ma question, justement, la relation avec des gens comme Drieux et Brasillac, parce que je crois qu'il y a un livre que vous avez édité justement, je crois, sur les relations entre Drieux et entre Céline et Brasillac. Bon, ça, ce sont des choses assez singulières. Disons que Brasillac était quelqu'un vraiment épris de culture classique et dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, il n'appréciait pas vraiment l'écriture célinienne. Il publie un article très réservé sur Mort à crédit. Pendant l'occupation, il reviendra un peu sur ses opinions. Il n'avait jamais écrit sur Voyage au bout de la nuit. Là, il écrit sur Voyage à l'occasion d'une réédition. En revanche, il avait salué Bagatelle pour un massacre, évidemment pour des questions surtout idéologiques. Mais on ne peut pas dire qu'ils étaient en phase, d'autant que Céline n'avait pas digéré qu'au moment de l'apparition de l'école des cadavres, Je suis partout n'avait pas rendu compte du livre, ou en tout cas de manière très... Il y avait un contentieux quand même. Il y avait un contentieux. Céline avait écrit à ce moment-là une lettre assez vive à Brasillac. Donc leur relation n'était absolument pas au beau fixe. Donc il n'y a pas forcément de convergence de point de vue. Il n'y a surtout pas de convergence esthétique. Entre Céline et Brasillac. Ils n'étaient pas. Bien sûr, ils étaient dans le même camp, si on veut, pour parler vite, mais on ne peut pas dire que Céline était proche de Brasillac, loin s'en faut. En fait, il n'était proche quasi d'aucun écrivain. On en revient à cette notion d'électron libre que vous définissez. Oui, parce que Céline était, comment dirais-je, le jugement qui porte, un jugement positif qui porte sur les écrivains, finalement, c'est assez rare. Je parle des écrivains contemporains. Après la guerre, les trois écrivains qu'il saluera, c'est Morand, Paul Morand en première manière, évidemment, Barbus et Ramuz.
Mais en dehors de ça, il a une vue assez critique. Dans Bagatelle pour un massacre, il salue d'autres écrivains, il salue Macorlan, il salue Marcel Aimé. Enfin, là, il y a aussi pas du copinage, mais enfin, il y avait une amitié réelle entre Marcel Aimé et Céline. Mais on ne peut pas dire que ce qui fait est tellement particulier, son esthétique est tellement singulière que, si vous voulez, qu'il a du mal à apprécier ses contemporains. La vraie admiration de Céline ira pour des classiques. Pour Proust, notamment. Proust, c'est plus mitigé. Il reconnaissait la valeur de Proust, mais enfin, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Il y aura même une lettre sous l'occupation où il dénigre le style par trop embirlificoté pour lui de Proust. Mais en revanche, il avait une grande admiration pour Chateaubriand. Ce qui peut paraître étonnant, parce que là, c'est une écriture très classique, mais il avait une grande révérence pour les classiques. La Fontaine, il avait une grande admiration pour La Fontaine. Et pour des écrivains mineurs, mais que lui, il appréciait beaucoup, comme Talleyrand des Réaux. Donc, il avait en matière littéraire des goûts assez classiques. En même temps, est-ce que c'est tellement un paradoxe finalement, puisque ça conforte en fait sa situation de rupture. Oui, mais en même temps, ça le positionne encore mieux comme un élément de rupture justement par rapport à ces styles-là. Et puis bon, ce dont on n'a pas tellement parlé jusqu'à présent, c'est que lui, ce qu'il a surtout voulu faire, il le dit en long et en large son attachement au style. C'est surtout introduire l'émotion du langage parlé dans la langue écrite, ce qui n'a rien à voir avec restituer le langage parlé de la rue. Donc il y a tout un travail qu'il fait, et donc à partir du moment où il est tellement impliqué dans ce travail, il a du mal à apprécier une écriture plus classique. Par exemple, il y a de grands écrivains qui vivent, qui publient à son époque. Je pense par exemple à Monterland. On peut ne pas aimer Monterland, mais on ne peut pas dire que ça soit insignifiant. Eh bien, c'est le genre d'écriture classique, figée, que Céline ne peut pas apprécier, parce que lui, ce qu'il apprécie, c'est des gens qui, en quelque sorte, l'ont. C'est pour ça qu'il cite Barbus, qu'il cite Ramuse, qui eux aussi ont voulu introduire dans leurs œuvres de fiction l'émotion du langage parlé. Je crois d'ailleurs qu'il se définit lui-même avant tout comme un styliste. Oui, mais alors il parle de cette petite musique qui fait la différence bien sûr. Dans le style en littérature, il y en a 1, 2 par siècle et encore, et il se définit comme tel. Oui, il est très attaché au style, mais il y a aussi, comment dirais-je, je ne vais pas dire une dérobade, mais à la fin de sa vie, il dit à tous les journalistes qui viennent le trouver, je ne suis pas un homme à idées, je suis un homme à style. Ça l'arrange peut-être à ce moment-là. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il veut aussi gommer quelques casseroles. Je dirais pas des casseroles, mais l'écrivain de combat qu'il a été, car dans Bagatelle, et surtout encore plus dans l'École des cadavres, il a quand même des idées très précises sur ce qu'il préconise, sur ce qu'il faut faire pour éviter la guerre, etc. Donc des idées, il en a eu, et non seulement il en a eu, mais il les a exprimées dans des livres. Mais il est clair que après la guerre, il se rend compte aussi que ce qui est important, ce qui est quand même beaucoup plus important, surtout qu'à ce moment-là, les carottes sont cuites selon lui, ce qui est surtout très important, c'est son œuvre littéraire, c'est la littérature, et c'est retrouver aussi une audience, parce que il ne faut pas oublier que lorsque Céline rentre en France, il renouera avec le succès qu'en 1957, avec D'un château l'autre. Ses romans précédents, Ferry pour une autre fois, le tome 1 et le tome 2, on rencontre très très peu de succès, à la fois critique et surtout public. Ce sont des livres qui sont des échecs commerciaux. Parce qu'il y a une véritable chape de plomb sur le personnage. Pas seulement, c'est dû aussi au fait que Ferry est un livre très ambitieux. C'est plus difficile d'accès. C'est un livre plus difficile d'accès. D'un château l'autre est beaucoup plus lisible d'un certain point de vue. Surtout qu'il raconte quelque chose de très pittoresque. Il raconte l'épopée en Allemagne avec Sigmaringen, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est encore très présent dans l'esprit des Français à ce moment-là. Beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui, évidemment. Et donc, voilà, c'est un livre qui est beaucoup plus, d'une certaine façon, peut-être plus coloré, plus
Et surtout, ce qu'il faut surtout dire, parce que ça on ne l'a pas encore dit jusqu'à présent, puisqu'on parle de l'esthétique de Céline, c'est que dans ces grands livres que sont D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, vous avez cette alliance du drame et du comique. La grande force de Céline, c'est que vous avez à la fois le drame et le comique. C'est une vertu qu'il reconnaissait d'ailleurs à des grands écrivains comme Shakespeare. Il disait Shakespeare, il a gagné la partie parce qu'il y a à la fois le côté dramatique et le côté comique. Et Céline, c'est ça. C'est aussi un grand écrivain comique. Hein. Et c'est cette image justement, je crois que c'est dans D'un château l'autre, la vision à Sigmaringen des 1000 et quelques condamnés à mort en sursis. Il n'y a pas d'exemple équivalent dans l'histoire. Il le dit. Il y a un côté très ironique et très drôle de la dérision. Il y a à la fois la dérision célinienne et le côté lyrique, parce que quand il décrit l'Allemagne en flammes, c'est aussi un sujet à sa mesure. Hein. C'est vrai que au début de cette émission, vous avez dit à juste titre que la vie de Céline nourrit son œuvre, et c'est d'autant plus vrai qu'il a dit, après avoir écrit Mort à crédit, qu'il n'avait plus rien à dire, en fait qu'il avait tout dit. Mais sa vie personnelle fera qu'il sera amené à vivre d'autres grandes épopées, dont l'exil et avant le Danemark, évidemment, la traversée de l'Allemagne, etc., puis Sigmaringen. Et donc, ça va lui donner de nouveaux sujets, évidemment, hein, où toute la verve célinienne et le lyrisme célinien vont trouver leur mesure. Alors, juste pour remettre en perspective cette période de la fin de la guerre et ce passage, donc, Sigmaringen pour rejoindre le Danemark, il est clair que Céline ne fait pas partie, ne suit pas le gouvernement de Vichy d'une manière, je dirais, purement idéologique, comme un recours. Ou comme pas du tout. Il est là parce qu'il a besoin de gagner au Danemark, il a placé de l'argent là-haut, il a besoin de récupérer son argent, et il est là un peu par hasard, on va dire. Oui, d'ailleurs, au départ, il ne voulait pas du tout gagner Sigmaringen. Sigmaringen, en fait, pour lui, c'est une étape pour gagner le Danemark. Hein. Lui, il n'a qu'une seule idée, c'est de gagner le Danemark, car il ne faut pas oublier qu'il y avait caché son or, il avait converti ses droits d'auteur en or, il les avait cachés au Danemark, et donc lui n'a qu'une volonté, c'est de gagner le Danemark, qui à ce moment-là est un pays qui n'est pas aussi engagé dans le conflit mondial que d'autres pays, évidemment. D'autant que quand il arrive au Danemark, le Danemark est encore occupé par les Allemands. Voilà, son obsession, c'est le Danemark à ce moment-là. Et en fin de compte, coup de bol, c'est ce qui va le sauver. Oui. Puisque finalement, il aurait choisi peut-être un autre pays que le Danemark, il aurait eu peut-être plus de soucis. Il aurait été extradé peut-être, et s'il avait été extradé à cette époque, il aurait sans doute été fusillé. Hein, même si ce qu'il a vécu au Danemark a été tout sauf drôle, parce que c'est vraiment, il y a une déshérence pour Céline. Je dirais, il tombe pas dans l'oubli, mais il y a une espèce de dérive ou de déchéance, je sais pas si on peut employer le terme, qui est quand même assez patente. La prison d'abord. Alors il passe 18 mois en prison, enfin ce sera pas toujours en prison, il y aura des séjours à l'infirmerie de la prison, mais enfin, toujours est-il que lui vivra très mal cette réclusion. L'épée de Damoclès d'une possible extradition, une condamnation à mort. Pendant plusieurs mois, il vivra avec la hantise d'être extradé, parce qu'il sait très bien que si il est extradé, il risque à ce moment-là la peine de mort. Hein, ça, c'est évident. Ce qui n'arrive pas, donc, puisque le Danemark considère que finalement les charges qui sont présentées contre lui ne justifient pas. Alors là, c'est tout le paradoxe, c'est que les Danois demandent instamment aux Français de leur fournir un dossier qui justifie cette extradition, et les Français y arrivent d'autant moins facilement que sur le plan de la collaboration, il n'y a quasi rien à reprocher à Céline. Son dossier est vide, quasi vide, puisqu'il n'a pas été militant. La seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est les lettres aux journaux de l'occupation, et c'est la réédition des pamphlets, donc de Bagatelle et de l'École des cadavres pendant l'occupation, et l'École des cadavres avec une préface inédite. Mais en dehors de ça, il y a peu de choses tangibles à lui reprocher. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ce qu'on lui reproche, c'est pas tellement une collaboration avec les Allemands. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir mis une sourdine à son antisémitisme, alors que l'Allemagne tenait le haut du pavé en France. C'est ça, la réprobation qui s'exerce sur Céline aujourd'hui, c'est plutôt une réprobation d'ordre moral, surtout moral, mais pas liée justement à des actes de collaboration en tant que tels. Donc, le Danemark, le procès de Céline, la condamnation.
Voilà. Le bannissement, le retour, 1951. En 1951, il revient en France, il est amnistié. Meudon. Alors là, il se terre à Meudon, il n'en sortira pas beaucoup. C'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui du Céline, le clochardisé. Voilà. Qu'il a lui-même mis en scène. En particulier, il y a une photo très célèbre de lui. Il y a beaucoup de de son chat, voilà, mais bon, celle qu'en général on utilise pour illustrer, où on le voit en effet à moitié. En fait, c'est assez amusant parce qu'il y a évidemment l'image que les gens ont de Céline, c'est le Céline dépenaillé, clochard, etc. Mais il y a eu une époque de la vie de Céline où il était dandy, où il était très bien habillé, avec une écharpe blanche, des costumes bien coupés, etc. Il y a des photos aussi où on le voit tout à fait différent de ce qu'il est devenu. Mais très vite, d'ailleurs sous l'occupation, il y a des articles où on le reproche de venir à des réunions mal habillé, etc. Pas du tout comme le clochard de Meudon, mais déjà il y a un souci vestimentaire qui s'efface de plus en plus. Alors au Danemark, bien entendu, là, il vit pour la majeure partie du temps de l'exil, il vit à la campagne où l'habillement n'a aucune espèce d'importance. Et alors ça trouvera évidemment son point culminant à Meudon, où là, certains ont dit que c'était une posture. Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que c'est surtout un dédain absolu. Il s'en fiche complètement de la façon dont il est habillé. Il est entièrement tourné vers son œuvre. Hein, et c'est une bataille contre le temps aussi, parce qu'il sait bien qu'il n'a pas des années devant lui. Et d'ailleurs, Rigaudon, tel qu'on peut le lire aujourd'hui, n'est pas un livre achevé. Hein. S'il avait vécu, il l'aurait retravaillé, Rigaudon, comme il a retravaillé D'un château l'autre et Nord, par exemple. Donc Meudon, il y accroche pour la première fois sa plaque en tant que médecin. Oui. Mais en fait, il pratique très peu la médecine. Oui, s'il renoue avec ses activités médicales, c'est simplement pour toucher sa retraite de médecin. Il lui manquait quelques années. Et en fait, il n'est plus vraiment médecin. Hein. D'ailleurs, peu de patients souhaitent l'avoir comme médecin, vu la tenue qu'il arbore à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il soigne gratuitement à ce moment-là, notamment des personnes âgées, près de chez lui. Il raconte ça notamment dans D'un château l'autre. Et là, il renoue en quelque sorte avec cette vocation de médecin qu'il a toujours eue, car il a toujours été passionné par la médecine. Donc là, le jackpot en quelque sorte, puisque Gallimard lui propose donc une grosse somme d'argent pour la réédition de Voyage, de Mort à crédit, voilà. Et puis les romans à venir. Voilà, et donc là, Céline exige 18%, il exige des avances considérables, et Gallimard est tout à fait d'accord pour en passer par là, car vous savez qu'il a raté Céline au moment de Voyage au bout de la nuit, parce que il faut pas oublier que Céline avait proposé Voyage au bout de la nuit à Gallimard, qui avait refusé, ou plutôt qui avait peut-être accepté, mais avec des coupures, en demandant des coupures, tandis que de Noël était prêt à l'éditer tel quel tout de suite. Et donc Gallimard, comme il avait raté Proust, qui avait été publié par Grasset, comme vous le savez, va vouloir récupérer Céline, et il est prêt à payer le prix fort pour avoir Céline dans son écurie, en faisant en quelque sorte un pari sur l'avenir, car il est clair qu'après la guerre, Céline n'a plus du tout les tirages qu'il avait avant-guerre. Hein. Nous passons dans une catégorie, même les romans qui ont du succès comme D'un château l'autre, ce n'est plus du tout les tirages faramineux qu'il avait avant-guerre. Mais Gallimard, évidemment, le prend dans son écurie avec tout le profit que... Il ne le regrettera pas. Il ne le regrettera certainement pas. Et alors... c'est notamment, il y a les lettres à Gallimard, mais c'est une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la grandeur du Céline épistolier. Car les lettres de Céline, qui constituent à eux seuls un volume de la Pléiade, montrent que Céline est un très grand épistolier, à l'égal de Voltaire ou d'autres écrivains de cette envergure. Il est très bon aussi dans tout son talent d'écrivain se manifeste aussi dans sa correspondance. Là aussi, il y a quand même un paradoxe, je veux dire, par rapport à toutes les polémiques, et on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais qu'il soit dans la Pléiade, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, pour lui, c'est une reconnaissance absolue. Oui, alors cette reconnaissance, il l'avait déjà de son vivant, parce que le premier volume de la Pléiade, qui paraît après sa mort, était déjà mis en route de son vivant. Donc, il savait, à la fin de sa vie, qu'il allait figurer dans la Pléiade. Ça, il l'avait obtenu de son vivant.
il ne verra malheureusement pas le premier volume, puisque le premier volume paraît en 62 après sa mort, mais en tout cas, il aura la pression, il verra bien, si vous voulez, qu'il est reconnu à sa valeur, et lui-même n'a jamais douté de sa valeur d'écrivain, et il voulait déjà avoir cette reconnaissance, évidemment, de son vivant, d'où ces lettres assez furieuses à Gaston Gallimard, car il souhaite évidemment être édité en collection de poche, parce que là aussi il considère que c'est une manière de toucher un public plus grand. Donc il veut être... Deux livres de lui sont édités en collection de poche, 3 même, hein, parce qu'il y a d'un château l'autre aussi. Quoique d'un château l'autre, c'est peut-être après sa mort. Ça, il faudrait que je vérifie. C'est un point de détail, mais bon. En tout cas, Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit sont édités dans le livre de poche. Et surtout, il accède à la Pléiade. Et ces livres sont réédités. Et grâce à Roger Nimier... qui était vraiment le grand ami, la fin de sa vie. Le grand ami et l'intercesseur, en quelque sorte, entre lui et Gaston Gallimard. Nimier va, par exemple, il va orchestrer une campagne de presse extraordinaire pour D'un château l'autre, où il va renouer avec le succès critique qui lui avait manqué depuis son retour en France. Donc la fin de sa vie, en fait, du point de vue littéraire, c'est l'écriture de la trilogie, ce qu'on appelle la trilogie allemande. Hein. Oui, pas que. Il y a Entretien avec le professeur Y, qui est son grand manifeste littéraire. Un peu moins connu peut-être. Un peu moins connu. Mais par ailleurs, je signale à vos auditeurs que, à part les écrits de combat, évidemment, tous les romans de Céline sont disponibles en collection de poche, dans la collection Folio. Donc, c'est une œuvre qui est très accessible. Et bon, c'est aussi à son retour d'exil qu'il publie Ferry pour une autre fois et Normance, la suite, qui constituent les deux grands méconnus, hein, les deux grands livres méconnus de l'œuvre célinienne. Et Ferry pour une autre fois est pourtant un très grand livre, hein, et très, très drôle aussi. Donc là, 1961, c'est la mort de Céline. Voilà, il y a exactement 50 ans qu'il est mort. Oui. C'est à cette occasion que la polémique a rebondi. Oui, vous savez que Céline avait été inscrite dans les célébrations nationales et suite à l'injonction de Serge de Klarsfeld, la République s'est exécutée, si je puis dire, et a retiré Céline des célébrations nationales. Alors Serge Klarsfeld, donc, qui était comme représentant des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants des déportés donc de la guerre, justifiait en gros cette demande de retrait de Céline. À ceux qui s'offusqueraient de cette exigence, nous répondons qu'il faut attendre des siècles pour qu'on célèbre en même temps les victimes et les bourreaux. Céline, de fait, se voyant affublée de l'étiquette de bourreau. Ce qui, évidemment, est... Bon, vous l'aurez bien compris par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Oui, il y avait une ambiguïté. Par rapport au terme. Par exemple, plutôt que de parler de célébration, il eût peut-être fallu parler de commémoration. À ce moment-là, il n'est pas illégitime de commémorer un grand écrivain comme Céline. La France s'honore quand même d'avoir Céline dans son panthéon littéraire, si je puis dire. Mais c'est vrai que le mot célébration n'était peut-être pas vraiment approprié. Mais encore une fois, vous savez que Serge Klarsfeld s'est aussi indigné du fait que dans le fameux tome de la Pléiade de la correspondance, il y ait des lettres antisémites. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces lettres antisémites, il se serait peut-être offusqué d'une vision tronquée de l'épistolier. Disons que pour ces gens-là, c'est un peu un fonds de commerce, quoi. C'est un peu une manière aussi de... Mais on peut quand même lui rendre grâce, d'une certaine manière, d'avoir mis Céline sur le devant de la scène. Et il a été un remarquable agent publicitaire. Hein, il est clair qu'après cette sortie contre Céline, on a eu droit à des émissions tout de suite après, à toutes sortes de commentaires dans la presse écrite et audiovisuelle. Et ça, c'est tout de même à M. Klarsfeld qu'on le doit. Bien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que par rapport à toutes ces polémiques, que ce soit notre ministre de la Culture ou M. Klarsfeld, si dans 500 ans, et je plagie un peu un article de Claude Bourrinet, qui est un collaborateur de notre ami Feltin Tracol, qui, dans un excellent article que vous trouverez sur Internet, sur Céline et la bêtise, nous dit que par rapport à tous ces tartuffes, dans 500 ans, si notre langue existe encore, ces gens-là, nous ne nous en souviendrons certainement plus, mais que Céline sera toujours présent et que son œuvre sera toujours présente et régnera bien plus que tous ces propos et toutes ces polémiques. C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Juste une petite chose avant de terminer, je voulais simplement, par rapport à la galaxie célinienne, que vous nous parliez un petit peu. Il y a, suite à la mort de Céline, des gens comme
Dominique de Roux, tous ces gens-là, Philippe Muret. On parle de différentes générations de Céliniens. Juste un petit mot par rapport à ça. L'actualité célinienne, cette manière d'entretenir, de développer, de travailler. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. On le redit, on en a parlé, mais on peut le redire. Par rapport à un écrivain ou un auteur, il n'y a pas d'équivalent. Mais il y a plusieurs générations en fait de Céliniens. Alors il y a la génération des pionniers. Alors les pionniers, ce sont ceux qui, dès le début des années 60, ont écrit une monographie sur Céline. Il faudrait citer Nicole Debris, Marc Henrez, Paul Vendrome, Robert Poulet. Et puis alors vous avez Dominique de Roux qui, dès 1963, publie un important cahier de Lerne sur Céline. Et ensuite, vous avez toute une série de générations. Alors plus récemment, à la fin des années 70, vous avez une nouvelle génération de Céliniens, comme Henri Godard, Jean-Pierre Dauphin et tant d'autres, qui travaillent sur Céline et qui approfondissent la connaissance de Céline. Et puis tout récemment, vous avez de jeunes Céliniens. Je songe à David Alliot, qui est le maître d'œuvre du volume paru aux éditions Lafon dont on parlait tout à l'heure. Et donc on voit ainsi qu'au fur et à mesure, la flamme célinienne en quelque sorte se renouvelle et est perpétuée. Bien. Il va être temps de nous quitter. Merci beaucoup, Monsieur Laudeloup, de votre visite et de ce passionnant entretien. Nous espérons avoir pu vous donner une image plus juste et plus conforme à la réalité des faits, sans confiscation idéologique, et surtout l'envie de lire ou relire les ouvrages de Louis-Ferdinand Céline, un homme libre, victime de sa liberté et de son génie. Merci Jean-Louis. À la prochaine fois. Merci d'être fidèle à Méridien Zéro. Vous êtes pour nous les relais de la pensée libre, autonome et radicale, et plus que jamais à l'abordage et pas de quartier.